Bonjour et bienvenue dans ce mini-cours sur Battlefront 2, ce jeu qui a la dure responsabilité de rattraper son prédécesseur. Car oui, ce dernier avait plutôt mal été reçu. Lors de la bêta, il me suffit de 30 minutes de jeu pour comprendre que si DICE était aussi mauvais que le prétend ce dernier avis, ils ont aussi la meilleure capacité d'adaptation au monde. Mais nous allons revenir sur mon avis un peu plus tard. Cette vidéo sera séparée en deux parties. Les mécaniques générales de gameplay pour pouvoir prendre le jeu en main rapidement, suivies d'une analyse de certaines critiques et de mon propre avis. Prenez votre blaster, la guerre a commencé. Le jeu propose 4 classes identiques que vous soyez un fier soldat clone, un rebelle, un droïde, un pion du premier ordre, etc. Le jeu est donc vite pris en main vu que vous aurez littéralement le même personnage à chaque fois. Cela rassure certaines personnes quant à l'équilibrage, mais en inquiète d'autres quant à l'aspect répétitif que cela pourrait engendrer. Il est évident que mis face à d'autres jeux comme Overwatch, cela peut paraître un peu vide. Mais on découvre assez vite la solution qui a été choisie à ce problème. Chaque classe possède une arme de base pouvant être changée grâce au loot que nous offrent ces fameuses caisses, mais nous allons y revenir. Elle dispose aussi de 3 capacités représentées par des cartes, remplaçables également par des loots plus ou moins rares. On peut donc changer de classe à chaque respawn pour s'adapter au cours de la partie. Je vais donc les résumer une à une. Assaut. Armé d'un pistolet laser comme arme principale, il dispose d'une grenade ionique hautement efficace contre les véhicules et les boucliers, d'un fusil à pompe utilisable quelques secondes et d'une fléchette scanner qui montre les ennemis dans la zone touchée. Comme dans Overwatch ou n'importe quel autre jeu de ce type, cette classe est souvent jouée par des kikouns n'étant là que pour faire du frag. Mais il arrive néanmoins de tomber parfois sur des génies qui savent jouer objectif. Eevee. Armé d'une mitrailleuse lourde peu précise mais capable de faire plus de dégâts, il embarque également une grenade simple, un bouclier personnel, ainsi qu'un mode sulfateuse le rendant presque immobile. Nettement plus technique que la classe Assaut, il est très utile voire même obligatoire pour prendre ou défendre un objectif ou une position comme un couloir par exemple. Il est malheureusement souvent mal joué. Mais bon, c'est la bêta, c'est normal que le niveau global soit plutôt bas. Général. En plus de son petit flingue un peu nul, il possède une tourelle statique, un cri de ralliement qui booste ses alliés proches, ainsi qu'une grenade flash. Il s'agit de la classe la moins jouée, mais son utilité se fait vite sentir. De plus, c'est souvent de bons joueurs sachant jouer objectif et teamplay qui le choisissent. Il est donc sympathique d'en compter un dans son équipe. Spécialiste. Armé d'un sniper étrange, car ne vous attendez pas à un sniper comme ça, mais un sniper semi-automatique avec lequel il faudra violer votre souris pour faire des dégâts. Il dispose aussi de jumelles pour repérer ses ennemis au travers des murs, d'une grenade paralysante et d'un mode silencieux le rendant indétectable. Que ce soit à Tid ou au château de Maz Kanata, on trouve souvent de nombreux lieux de camp. Attention tout de même, le soleil réfléchit dans votre lunette dévoilant souvent votre position. C'est personnellement ma classe préférée. Je suis personnellement déçu par les systèmes de chauffe des armes trop proches d'un rechargement classique de n'importe quel jeu. Votre arme va donc tout simplement chauffer et il faudra recharger pour éviter la surchauffe. Car si la barre arrive à son maximum, une pénalité entre guillemets vous sera attribuée. Mais vous aurez toujours 2 occasions pour la raccourcir ou même vous octroyer un bonus en appuyant au bon moment. Pour les vaisseaux lors des batailles spatiales, c'est cette fois 3 classes qui nous sont offertes, mais le peu de possibilités est étrangement moins visible. Sûrement dû au fait que les vaisseaux se ressemblent énormément et que seules les capacités données par les cartes les différencient réellement. Capacités qui sont différentes pour le bombardier rebelle et impérial par exemple. Il vous faudra donc choisir entre chasseur, intercepteur et bombardier. Mais bon du coup, ce jeu,
Je l'aime ou pas? Eh ben, c'est pas vraiment le style de jeu auquel j'aime vraiment jouer. Pas assez arcade pour atteindre Overwatch, pas assez réaliste pour dépasser PUBG, mais le jeu est quand même ouf. Malheureusement, il y a quelques petits problèmes qui viennent déranger un peu le tout et c'est assez dommage. Car déjà, première grosse qualité du jeu, il est très beau, que ce soit les couleurs, le son, les animations, les graphismes, etc. Mais attention tout de même, tout ça a un prix. La configuration PC minimale requise est un processeur Intel i5 6600, 8Go de RAM, ainsi qu'une GTX 660. Après, vous ne ferez pas tourner votre jeu en ultra avec ça. La configuration recommandée est quant à elle un Intel i7 6700, 16Go de RAM ainsi qu'une GTX 1060. Personnellement, avec mon i7 6700 et ma GTX 1070, la bêta était totalement fluide au graphisme maximum. L'un des plus gros défauts du jeu que j'ai pu noter, c'est la répétitivité. Là, personnellement, avec les deux maps au sol qu'on avait, c'est-à-dire Tid et le château, j'ai trouvé ça réellement répétitif, car toutes les armes se ressemblent, les deux camps sont identiques, etc. etc. Et ça, c'est dommage. À voir si ça se règle avec les nouvelles maps. Deuxième défaut qui m'a vraiment déçu, c'est les vaisseaux sur les maps au sol. Ils sont totalement inutiles. La seule chose qu'ils font, c'est retirer 3 kikus de chaque côté. Alors il arrive que certains les jouent bien et arrivent à faire des kills au sol, mais autrement c'est juste 3 personnes qui se tapent dessus dans les airs et c'est réellement dommage. Tout ça parce que les vaisseaux sont très lourds et donc très difficiles à manier dans un si petit espace. Deuxième point négatif des vaisseaux, le vol sera toujours en vue TPS. La vue FPS est inutile 75% du temps, c'est jamais confortable. Pourtant c'est dommage parce que c'est vraiment classe et ça amène un truc, mais il est impossible de faire des manœuvres précises dans des petits espaces en vue FPS. Du coup, tout le monde joue en TPS et c'est dommage. Pour continuer sur les points négatifs des vaisseaux, les missiles, c'est le cancer. Toujours pas compris si on peut les esquiver ou pas, parce que parfois j'y arrive, mais je me demande si c'est parce que la personne n'a tout simplement pas réussi à me locker grâce à mon simulateur de conduite en état d'ébriété, mais voilà, donc c'est pas très confortable et à voir comment ça évolue. Encore un point négatif pour les batailles spatiales, on va croire que je les aime pas alors que c'est un des modes que j'ai préféré du jeu, mais sur les 15 parties que j'ai faites, l'Empire, donc que j'y sois ou pas, en a gagné 15. Il faudrait peut-être un peu équilibrer, parce que moi j'ai envie de voir la cinématique de fin quand les rebelles gagnent. Parce que le destroyer qui arrive en vitesse lumière pour détruire la frégate rebelle, c'est vachement cool, mais j'aimerais bien voir l'autre aussi. Mais, aussi étrange que cela peut paraître, on s'ennuie pas quand on joue rebelle. On n'a pas l'impression de se faire écraser tout simplement parce qu'on a un objectif à détruire avec un certain nombre de tickets de respawn. Du coup, parfois on a l'impression de gagner parce qu'on écrase totalement l'Empire en termes de kills, mais détruire l'objectif est tout simplement impossible, du coup l'Empire gagne à l'usure. Ça j'en ai déjà parlé, mais pour moi le fait que les deux camps soient totalement identiques me dérange un peu. Parce que les droïdes aussi rapides et agiles c'est totalement pas réaliste, c'est dommage qu'ils soient pas un peu plus lents mais plus résistants. Ah, les caisses, venons-en. Si cette partie du jeu a fait autant de bruit, c'est tout simplement parce que les loots peuvent changer le gameplay et rendre plus fort, car on peut débloquer des armes ou des cartes de capacité. Il y a donc la possibilité de payer pour être plus fort. Donc, c'est à la limite du pay to win. Pourquoi est-ce que je dis à la limite? Tout simplement parce que tout ce qu'on gagne dans ces caisses qu'on peut acheter, on peut aussi le débloquer en jouant. Du coup, on peut tout débloquer sans débourser un centime à part le jeu, mais il faut être patient. Et on va croire que je suis payé par Blizzard, mais regardez Overwatch, les caisses ne contiennent que du cosmétique, ce qui est quand même plus honnête à mon goût. Après, je pense qu'on peut quand même remercier DICE pour avoir tenu tête à EA pour les DLC payants. Bonjour, c'est le Firerock du futur qui vous parle. À l'heure où je monte cette vidéo, EA a fait un communiqué où il expliquait qu'il avait un peu réglé ce problème de pay to win. Désormais, les armes les plus rares et les plus puissantes ne seront plus disponibles dans les lootbox. On pourra uniquement les crafter. De plus, au niveau des cartes de capacité, elles ne seront disponibles qu'à un certain niveau. Cela permettra de faire en sorte que personne ne puisse atteindre un niveau exubérant au bout de 10 minutes de jeu. Il faudra donc beaucoup jouer sa classe préférée pour gagner les cartes qui lui sont attitrées. Voilà, c'était juste pour vous donner cette petite précision, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Depuis tout à l'heure, je ne liste un peu que des points négatifs, mais le jeu en soi est vraiment sympa, d'ailleurs je vais l'acheter, et je pense que je vais y jouer pendant un bon moment, tout simplement parce que le jeu est vraiment cool. Pour avoir joué quelques fois au 1, je peux vous dire que c'est un peu la nuit et le jour. DICE a vraiment appris de ses erreurs, et donc ça fait plaisir à voir. Pour terminer mon avis sur le multi sur une note positive, le niveau au château de Maz Kanata est vraiment sympathique. Le seul gros point négatif pour l'instant, c'est que personne n'a envie ou personne ne sait comment jouer objectif, du coup c'est simplement pour les kills. Sur cette map, il faut récupérer un colis dans le château et l'amener au point d'extraction. Il y a plein de cachettes, de goulots d'étranglement, etc. donc c'est vraiment sympathique à jouer. Tournons-nous maintenant vers le solo. Personnellement, je n'ai regardé encore aucun gameplay, aucun trailer pour ne pas me spoiler, mais j'ai pu lire que pas mal de personnes avaient peur pour le scénario. Personnellement, c'est pas vraiment ça qui me fait peur, mais plus le gameplay. Car un jeu narratif avec un moteur de FPS/TPS, ça a vite fait tomber dans un simple shooter/beat'em all, du coup, à voir ce que ça va donner. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous voulez compléter ce que je dis ou donner votre avis, les commentaires sont là pour ça. D'ailleurs, si vous voulez me laisser un petit commentaire sur votre avis sur le personnage de Kylo Ren, n'hésitez pas, ça sera pour la prochaine vidéo. Sur ce, pensez au partage et que la force soit avec vous. C'était Firerock.